Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais commencer cette présentation en rappelant deux choses sur la vitesse de glissement. La vitesse de glissement est indépendante du repère, la première chose. Et la deuxième, c'est le fait que cette vitesse de glissement appartient au plan tangent qui est commun aux deux solides au point de contact. Alors, le cas particulier, c'est lorsque la vitesse de glissement est nulle. Alors, dans ce cas-là, on dit qu'il y a absence de glissement. Si on revient à l'expression que nous avons établie sur cette vitesse, on va constater que cette différence est égale à 0. Et de là, on peut déduire que la vitesse de I1 par rapport à R0 est égale à la vitesse de I2 par rapport à R0. Et ceci, quel que soit le repère. Il va de soi qu'on peut considérer les repères R1 ou R2. Alors, si on considère l'un des deux repères, par exemple R1, on va avoir la vitesse de I1 par rapport à R1 est égale à la vitesse de I2 par rapport à R2. Mais comme I1 est lié à R1, cette vitesse est nulle, donc on va trouver que la vitesse de I1 par rapport à R2 est égale à la vitesse de I2 par rapport à R1 est égale à 0. La même chose, si on considère le repère R2 comme un repère de travail, dans ce cas-là, c'est la vitesse de I2 par rapport à R2 qui est égale à 0. Et de là, on déduit que la vitesse de I1 par rapport à R2 est égale à 0. Donc, à retenir que si on choisit R1 ou R2 comme repère de travail, les vitesses des deux points de contact doivent être nulles dans le cas où il y a absence de glissement. Là, on va s'intéresser au roulement et pivotement. Et pour cela, on va considérer un point M appartenant à S1. Donc, le solide étudié, c'est S1. Et on va étudier son mouvement relatif par rapport à S2 ou par rapport à un repère lié à S2. Par exemple, le repère R2. Je peux utiliser la relation de transfert. Ici, vitesse de M égale vitesse de I1 plus oméga de S1 par rapport à S2 multiplié vectoriellement par I1M, puisque les points I1 et M appartiennent tous les deux au solide S1. Et si on revient à la définition de la vitesse de glissement, la vitesse de I1 par rapport à S2, c'est tout simplement la vitesse de glissement de S1 sur S2. Donc, la vitesse de M par rapport à S2 est égale à la vitesse de glissement plus oméga multiplié vectoriellement par I1M. Alors, le oméga, donc, on peut le représenter de cette façon-là, et on peut le projeter sur le plan tangent. Donc, on va avoir comme composante oméga t, et sur la direction normale au plan tangent, la direction normale qui passe par les points de contact. Donc, on obtient oméga n. De ce fait, on peut écrire oméga de S1 par rapport à S2 est égal à oméga t plus oméga n. Alors, ces deux composantes du vecteur rotation, lorsqu'on considère un repère lié à S2, donc en une signification, le oméga t, il caractérise une rotation instantanée autour d'un axe du plan tangent ou parallèle au plan tangent. Elle caractérise le roulement, et oméga n, elle caractérise une rotation instantanée autour de l'axe qui est perpendiculaire au plan tangent, et elle caractérise le pivotement. Donc, il y a le pivotement, c'est une rotation instantanée autour de l'axe perpendiculaire au plan tangent, et le roulement, donc, c'est une rotation autour d'un axe qui est contenu dans le plan tangent ou qui est contenu dans un plan parallèle au plan tangent.
Finalement, si on revient à l'expression de la vitesse d'un point M de S1, sa vitesse par rapport à S2, on constate que cette vitesse est constituée de trois vitesses. La première qui caractérise le glissement, la deuxième qui caractérise le roulement et la troisième qui caractérise le pivotement. Alors, l'exemple de roulement, c'est l'exemple de la bille sur un plan incliné. Lorsqu'on la lâche sans vitesse initiale, donc elle va tout simplement rouler. Dans ces conditions-là, son centre de masse va avoir une trajectoire qui est rectiligne. Si on prend la même bille sur un plan horizontal, si on la fait tourner autour de son axe avec son point de contact fixe, elle va tout simplement pivoter. Donc là, ce sont deux cas extrêmes, mais dans le cas général, c'est-à-dire dans un mouvement de la bille, si le centre de masse ne conserve pas une trajectoire rectiligne, dans ce cas-là, vous allez avoir roulement et pivotement. Bon, s'il n'y a pas de glissement, donc qu'est-ce qu'il reste? Roulement et pivotement. On dit qu'il y a roulement et pivotement. S'il n'y a pas de pivotement, donc on va avoir glissement et roulement, et ainsi de suite. Alors, mouvement plan d'un solide, bon, la définition, c'est une définition qui est assez longue. Bon, vous pouvez la lire par vous-même. Mais tout simplement, ce que je peux dire sur le mouvement plan, c'est un mouvement tel que si on fixe notre attention sur un point quelconque du solide, lors du mouvement de ce solide, le point va rester toujours dans un même plan qui est parallèle à un plan de référence. Alors, si le point ou sa vitesse sort de ce plan, donc le mouvement ne sera pas plan. On a un exemple classique, c'est l'exemple du disque vertical qui évolue sur un axe. Bon, dans le cas où le disque va rester dans ce plan vertical, donc le mouvement du disque est un mouvement plan. Si je prends n'importe quel point, sa vitesse est une vitesse qui est toujours contenue dans le plan vertical. Mais également, les vecteurs de base IJ des repères liés au disque vont rester dans le plan. Donc, il va avoir, alors ces vecteurs de base vont avoir des composantes selon I0 et J0. Bon, maintenant, si je considère deux points M et M' évoluant dans le même plan. Bon, c'est-à-dire, si vous avez un corps qui n'a pas de volume, c'est-à-dire qu'il y a une distribution surfacique, tous les points sont contenus dans le même plan. Et si le solide a un volume, alors les points évoluent dans des plans parallèles. Alors là, je prends deux points M et M' qui évoluent dans le même plan. Donc ça, c'est important, mais pas dans deux plans parallèles. Alors, je cherche la relation entre M' et M. Donc, c'est une relation qui existe en vertu de la relation de transfert du torseur cinématique. Et on va avoir la vitesse de M' est égale à la vitesse de M plus oméga vectoriel M'. Bon, la vitesse de M' appartient au plan. Parce que, par définition, le mouvement, c'est un mouvement plan. La même chose pour M. Alors, si on fait la différence Vm' moins Vm, cette différence va rester dans le plan, c'est-à-dire cette différence, c'est tout simplement oméga de S par rapport à R0 multiplié vectoriellement par M'. Alors, cette différence, elle est perpendiculaire à oméga, elle est perpendiculaire à M'. Mais comme le vecteur M' est contenu dans le plan, puisqu'on a pris M et M' évoluant dans le plan pi, le vecteur M' est contenu dans ce plan. Ça veut dire que cette différence est perpendiculaire à M' dans le plan pi. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme possibilité pour le vecteur oméga? Le vecteur oméga, donc, est perpendiculaire au plan pi. Donc, ça, dans un mouvement plan, vous aurez toujours le vecteur oméga qui est perpendiculaire au plan pi.
Alors, si on jette un coup d'œil sur l'invariant scalaire, alors l'invariant scalaire dans un mouvement plan est nul, tout simplement parce que le vecteur oméga est perpendiculaire à la vitesse. Et le torseur cinématique est un glisseur dans ce cas-là. Si on prend l'axe de rotation de ce glisseur, qui est aussi l'axe central du torseur cinématique, tous les points qui appartiennent à cet axe vont avoir une vitesse nulle. Alors, je prends un point de cet axe, le point I, mais le point, ce n'est pas n'importe quel point, c'est un point qui est commun au plan et à l'axe de rotation. Bon, ce point est unique. Ce point est unique, c'est-à-dire si M est dans un plan donné, bien évidemment. Alors, on va voir la vitesse de M est égale à la vitesse de I plus oméga vectoriel IM. C'est nul puisque I appartient à l'axe de rotation. Donc ici, nous avons un glisseur. Et pour un glisseur, les moments sont nuls sur l'axe de rotation. Et ici, ne pas confondre. Donc, on a utilisé I comme invariant scalaire et on a utilisé I comme un point appartenant à l'axe de rotation. C'est la même notation, mais ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Bon, on la signale ici, I point commun à pi et delta, ne pas confondre avec l'invariant scalaire pour cause de notation qui sont identiques. Alors, de ce point de vue, donc on peut voir l'expression de la vitesse finale. La vitesse de M est égale à oméga multiplié vectoriellement par IM. Alors, si on considère un point qui appartient à cette intersection-là, donc la vitesse apparaît comme une rotation pure à l'instant considéré. Bon, c'est ce qu'on essaie un petit peu de dire dans ce petit paragraphe. Bon, centre instantané de rotation. Alors, on parle du centre instantané de rotation lorsque le mouvement du solide est un mouvement qui est plat. Alors, la définition de ce centre instantané de rotation, donc c'est un point lié à S. Bien évidemment, sa vitesse par rapport à S ou par rapport à un repère qui est lié à S est nul par nature. Il admet une vitesse nulle dans R0. C'est normal, parce que dans un mouvement plan, le torseur cinématique est un glisseur, et sur l'axe de rotation, tous les points qui appartiennent à l'axe de rotation ont une vitesse nulle. Bon, le point I, c'est un point qui appartient à l'intersection de pi et delta. Bon, le pi, c'est le plan dans lequel évoluent les points MM' ici. Bon, on peut avoir plusieurs plans qui sont parallèles. Et là, on choisit un plan, bon, c'est-à-dire dans le cas où le solide admet un volume, on choisit deux points évoluant dans le même plan. Alors, comment déterminer géométriquement la position du centre instantané de rotation? C'est très simple. C'est très simple dans le cas où on connaît la direction de deux vitesses. Bon, supposons que la vitesse de M, du point M, elle est dirigée comme ceci. On la connaît, cette direction. On connaît aussi la direction de la vitesse du point M'. Alors, dans ce cas-là, il suffit de tracer les deux normales parce que, souvenez-vous de la relation c'est la vitesse de M est égale à oméga multiplié vectoriellement par IM. Et là, la vitesse de M' est égale à oméga multiplié vectoriellement par I'M. Donc, il y a une relation de perpendicularité. Alors, il suffit de tracer la perpendiculaire à la vitesse de M, de tracer la perpendiculaire à la vitesse de M'. Alors, ces deux perpendiculaires vont se rencontrer en I. Et le point I, c'est un point qui appartient à l'axe de rotation, qui est aussi l'axe central du torseur cinématique ou du glisseur, parce que le mouvement est un mouvement plan. Et donc, ça, c'est la détermination géométrique du centre instantané de rotation. Alors, pour placer l'axe de rotation, c'est très simple. Il suffit de tracer une droite qui passe par I, qui est perpendiculaire à pi. Bon, je rappelle toujours que le vecteur oméga, c'est un vecteur qui est toujours
portés par l'axe de rotation. Tous les points qui appartiennent à l'axe de rotation vont avoir une vitesse qui est nulle. Bon, ce point-là, donc, il vérifie bien la définition, puisqu'il appartient à l'axe de rotation. Donc, il est considéré comme un point du solide, donc il est lié au solide. Et sa vitesse est nulle par rapport à R0. Donc, c'est le centre instantané de rotation. Un autre exemple, c'est le cas d'une roue en rotation autour d'un axe fixe, delta, bon, qui est perpendiculaire au plan de la roue et passant par son centre G. Donc, si on prend deux points périphériques et même près, les vitesses en ces points sont tangentes à la roue. Alors, si on trace les deux normales, ces deux normales vont se rencontrer en G. Bon, G, c'est le centre de masse de la roue, mais c'est aussi l'origine du repère dont la base est I0, J0. Donc, il est lié à la roue et il est lié au solide. C'est le centre instantané de rotation. Donc, c'est un cas un petit peu trivial dans ce cas. Alors, le centre instantané de rotation ne garde pas une direction fixe. Donc ça, c'est une position, ne garde pas une position fixe. Là, c'est une position instantanée. Et cette position peut changer avec le temps. Mais en changeant, donc, elle va décrire une trajectoire par rapport au repère fixe, qui est le repère R0. Elle va décrire une certaine trajectoire par rapport au repère lié au solide. Alors, dans ce cas-là, la base, c'est tout simplement le lieu des centres instantanés de rotation dans R0 lorsque T varie. C'est-à-dire la trajectoire décrite par rapport à R0, on va l'appeler la base. Et la trajectoire par rapport à un repère lié à S, on va tout simplement l'appeler la roulante. Un exemple classique, c'est le cas d'une barre qui glisse sur les axes de R0. Elle repose sur un plan vertical et sur un plan horizontal. Bon, bien évidemment, donc, le point P est en mouvement de translation le long de X0 et le point A est en translation le long de OY0. Alors, pour les points A et B, il n'y a pas de problème. Donc, on connaît les directions de ces deux vitesses. Bon, la vitesse de A est portée par la normale. La vitesse de B est portée par l'axe OX0. Alors, comment déterminer le centre instantané de rotation dans ce cas-là? Il faut tracer les normales à ces deux vitesses. Alors, la normale à la vitesse de A est parallèle à l'axe OX0. Voilà, je trace la parallèle. La normale à la vitesse de B est parallèle à l'axe Y0 et ces deux parallèles vont se rencontrer au point I. En fin de compte, puisqu'on a AI perpendiculaire à OB et BI perpendiculaire à O, donc on a un rectangle. AB, c'est une diagonale de ce rectangle et OI, c'est la deuxième diagonale. Alors la base. La base, on a dit, c'est la trajectoire de I par rapport au repère fixe. Alors, la position de I par rapport à O, c'est une position, c'est-à-dire la distance de I par rapport à O va rester toujours une constante. Et elle vaut AB. Donc, dans ce cas-là, la trajectoire, c'est une trajectoire circulaire de centre O et de rayon OI qui est égal à AB. On le dit ici, la base est le cercle de centre O et de rayon AB. Maintenant, pour la roulante, on doit définir un repère lié à la barre. Bon, c'est le repère de centre G, qui est le centre de masse de la barre, et de vecteurs de base IJ. Alors, bien évidemment, les vecteurs IJ sont contenus dans le plan vertical, OX0, Y0. Alors, la même chose, donc on va fixer notre attention sur
le mouvement relatif de I par rapport au repère relatif. Alors là, la même chose. Lorsque le point I, lorsque la trace varie, bon, on constate que la distance de I par rapport à G reste toujours constante. Et IG est égal à AB sur 2. Donc la roulante, c'est quoi? C'est un cercle de centre G cette fois-ci et de rayon AB sur 2. Alors, si on vient au cas du disque vertical, alors pour pouvoir déterminer la position du centre instantané de rotation, on doit avoir des informations sur les conditions de contact entre le solide et le plan horizontal au X0, Z0. Alors, ici, on suppose qu'on a roulement sans glissement, c'est-à-dire absence de glissement. S'il y a absence de glissement, ça veut dire que la vitesse de I1 par rapport à R0 est égale à 0. Mais le R0, c'est un repère qui est lié au plan horizontal, c'est-à-dire au solide S2. Et cette vitesse-là, elle caractérise la vitesse de glissement. C'est-à-dire le R0 ici va jouer le rôle du repère R2 que nous avons vu avant. Bon, alors c'est fini. Dans ce cas-là, le centre instantané de rotation, c'est I1. Parce que I1, c'est un point du solide, par définition, et il a une vitesse nulle par rapport à R0. Donc, c'est le centre instantané de rotation. Alors, pour la schématisation, c'est-à-dire si je prends un point sur la périphérique, si je considère le centre de masse, la vitesse varie de manière proportionnelle par rapport à la distance qui la sépare du centre instantané de rotation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la vitesse de M va être 2 fois la vitesse de G. Et plus on s'approche du centre instantané de rotation, plus la vitesse diminue. Tous les points situés sur la verticale vont avoir une vitesse qui est parallèle au X0. Et cette vitesse, le module de cette vitesse va diminuer en s'approchant de I1. N'oubliez pas la relation, la vitesse de M est égale oméga multiplié vectoriellement par I1M. Donc ici, I1M est 2 fois I1G, donc la vitesse de M est 2 fois la vitesse de G. Alors si je prends un point M quelconque ici, ben c'est fini. Du moment que je connais la position du centre instantané de rotation, je dois tracer la normale et je représente la vitesse en un point quelconque sur le disque. Si je prends ce point-là, donc je joigne avec I1, je trace la normale et donc la vitesse sera comme ceci. Bien évidemment, pas parallèle à l'axe X0. Les vitesses parallèles à X0 sont tout simplement les vitesses qui sont situées sur la verticale qui passe par le centre instantané de rotation. Un deuxième cas, ici on a un glissement, mais on a un glissement qui est négatif. Bon, c'est le cas d'une roue, d'une voiture qu'on essaie un petit peu d'avancer dans le sable, et puis la roue tourne, elle avance lentement à cause tout simplement du fait que le glissement, c'est un glissement qui est dans le sens négatif. Bon, puisque la vitesse, alors le centre instantané de rotation, il appartient toujours à cette direction verticale, c'est-à-dire quand on trace les perpendiculaires, toutes les perpendiculaires se trouvent sur la verticale. Donc le centre instantané de rotation se trouve sur la verticale. Alors, on utilise cette relation de proportionnalité. Vous aurez toujours la vitesse est proportionnelle à la distance qui la sépare du centre instantané de rotation. Alors, je schématise ici la vitesse de I1 par rapport à R0. Et dans ce cas-là, la vitesse de I1 par rapport à R0 ne représente pas la vitesse de glissement parce que c'est une vitesse qui est nulle. Là, elle était nulle. Bon, elle représentait la vitesse de glissement. Mais là, la vitesse de I1 par rapport à R0
ne caractérise pas la vitesse de glissement. Bon, j'utilise cette relation de proportionnalité, je joigne les extrémités des vitesses, et puis l'intersection de ces extrémités avec la verticale qui passe par G et M nous donne la position du centre instantané de rotation, c'est I. Donc, dans ce cas-là, le point I se trouve sur le disque. Et le point I, il varie entre deux positions extrêmes. C'est la position G, qui est le centre de masse, et I1, c'est-à-dire quand on est à la limite de glissement. Bon, c'est-à-dire plus la vitesse de glissement est grande, dans ce cas-là, plus elle va s'approcher de la vitesse de M, et plus le centre instantané de rotation va s'approcher de G. Bon, le cas limite, c'est lorsque cette vitesse est égale à la vitesse de M. Et dans ce cas-là, le centre instantané de rotation va être confondu avec G. Si les vitesses de glissement, dans ce cas-là, sont plus faibles, le module de cette vitesse diminue et donc le point I se déplace vers le point de contact. Donc, à la limite du glissement, donc il va être confondu avec I1. Donc, c'est le cas que nous avons vu ici. Il y a un troisième cas, c'est le cas où la vitesse de glissement est positive. Donc, voilà. On sait que le centre instantané de rotation se trouve sur la verticale parce que cette verticale, c'est la normale aux vitesses M, G et tous les points qui appartiennent au disque qui se trouve entre M et G. Bon, on utilise la relation de proportionnalité. Donc, voilà. Et puis, le point d'intersection avec cette droite qui passe par les extrémités des vitesses et l'axe vertical nous donne la position du centre instantané de rotation. Donc, ça, c'est un cas qui est observé dans le cas où on a une faible vitesse de rotation. Donc, on a un glissement, et c'est un glissement dans le sens positif. Et lorsque le glissement est dans le sens positif, le centre instantané de rotation se trouve à l'extérieur du disque. Si la vitesse de glissement est négative, il se trouve à l'intérieur du disque. En l'absence de glissement, donc il se trouve confondu avec le point de contact. Bon, sur ce, donc on aura terminé ce chapitre. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bon courage. Donc on est à votre disposition si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose, donc vous avez toujours le moyen de nous contacter et on répondra dans la mesure de notre possible. Salam alaikum wa rahmatullah.